Bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Loïc, je suis chargé de développement au sein du cabinet d'expertise comptable Talents. Donc Talents, c'est une marque en fait qui représente 7 groupes d'expertise comptable indépendants dans toute la France. Et on a vocation donc à accompagner des entrepreneurs, créateurs, repreneurs, entreprises en croissance et également des startups. On a une expertise effectivement sur les startups. Et moi, spécifiquement, dans mon job, je m'occupe des projets. Tout ce qui touche à un projet d'entreprise, une création, une reprise, un développement, du financement, de l'innovation, de la franchise. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années maintenant, et notamment l'accompagnement des entrepreneurs en passant par le financement, la garantie bancaire. Et mon avant-dernier poste, c'était dans un fonds d'investissement à vocation sociale où j'accompagnais des futurs franchisés qui voulaient s'implanter dans les quartiers de la politique de la ville. Voilà pour la courte présentation. Peut-être présenter les enjeux également du workshop. On a vu ça avec l'équipe, avec Anne et Mehdi. À la base, on était parti sur comment comprendre effectivement l'intérêt de la comptabilité pour une jeune entreprise et au sens large même pour des entreprises qui se développent. Essayer d'avoir les bonnes pratiques pour s'organiser efficacement, parce que la gestion d'entreprise, c'est très global, mais il y a un socle, il y a une base qui est le volet administratif, et bien sûr, ce qui en ressort, c'est la comptabilité. Et on est parti aussi du principe, ce qui était aussi plus simple pour vous, c'était d'obtenir des réponses à vos questions. Et on a travaillé un peu ce workshop sur la base d'un Q&A qui avait déjà été un peu amorcé avec le sondage qui avait été fait il y a quelques jours. En tout cas, je suis aujourd'hui à votre disponibilité pour répondre à vos différentes questions sur ces sujets-là. Donc, je vois qu'il y a un peu plus de monde. Je vais lancer la présentation. Vous allez pouvoir me dire si vous la voyez bien. Hop. Voilà, c'est partagé. Tout le monde voit bien du coup? Moi, pour moi, c'est bon. Oui, on voit très bien. Ça le fait. Ok, je vais passer en mode plein écran. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a des interrogations sur les différents sujets qu'on va évoquer. Voilà, il n'y a rien de rigide, tout est ouvert. Après, il y a quand même un fil conducteur, effectivement, qu'on a un peu évoqué, mais tout l'enjeu, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc, pour commencer, on va plutôt évoquer le rôle essentiel de la comptabilité. Pour bien le comprendre, pour bien l'assimiler, c'est vrai que la comptabilité, c'est le cœur de l'entreprise. C'est toute la data qu'on va pouvoir extraire et on va aussi voir par la suite pourquoi on doit réaliser de la comptabilité. Après, bien sûr, on parlera des obligations comptables, mais tout l'enjeu, c'est de comprendre en fait le fonctionnement de la comptabilité. Donc, pourquoi la comptabilité? Tout simplement parce qu'il y a des obligations comptables, fiscales et sociales, et on vous impose d'établir des comptes annuels tous les ans. C'est une obligation, on doit sortir des bilans, des comptes de résultats. Ça, c'est un petit rappel pour ceux qui ont fait compta dans leurs études. Au sens large, la liasse fiscale qui sera transmise aux impôts. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction, la comptabilité, c'est le socle de la gestion globale de l'entreprise. Sans comptabilité, on ne peut pas définir sa marge, ou en tout cas la constater, obtenir une vision sur son chiffre d'affaires, sur ses délais de paiement clients ou fournisseurs, un peu aussi sur les frais engendrés par les prestataires qu'on sollicite. Donc forcément, ça nous donne de l'information. Et cette information, elle est importante pour vous en tant que chef d'entreprise, elle est importante pour les tiers qui vont graviter autour de votre projet, les banquiers, les investisseurs, des clients qui parfois auront aussi besoin d'avoir de la visibilité sur votre activité, des fournisseurs. Parfois, il faut un peu montrer patte blanche, entre guillemets, pour solliciter certains fournisseurs ou prestataires. Donc, ça reste un outil d'information qu'on peut travailler en fonction des besoins et en fonction de la spécificité de l'activité. Et bien entendu, ça sert à prendre des décisions stratégiques. Donc là, en rentrant un peu plus dans le détail, vous avez sûrement eu vent à un moment donné du contrôle des gestions, par exemple. Est-ce que tel produit ou tel service se vend mieux que d'autres? Celui-là, pourquoi il ne se vend pas? Est-ce qu'on n'a pas
intérêt à arrêter de commercialiser. Donc, ça permet de prendre des décisions stratégiques. À côté de ça, on a un expert comptable. Donc, c'est une personne qui est diplômée, qui est enregistrée au tableau de l'ordre des experts comptables. Donc, c'est une profession réglementée, l'expert comptable, qui, lui, est le partenaire de l'entrepreneur à plusieurs titres. Son rôle, bien sûr, il y a un rôle qui est très factuel, c'est faire la compta pure et dure, qui est basée sur tous les documents qui gravitent autour de votre entreprise. Des factures de vente, d'achat, des fiches de paye, ce genre de choses. Donc ça, c'est très réglementaire, c'est très classique. Mais la priorité pour vous, en ayant un expert comptable, c'est de bénéficier de conseils qui vont vous faire économiser du temps, mais aussi de l'argent. Donc, l'expert comptable, on aime bien dire souvent que c'est le bras droit du dirigeant, et bien sûr, c'est lui qui va vous guider effectivement sur tous ces enjeux de comptabilité et de gestion de votre entreprise. Je voulais un peu démystifier le rôle de l'expert comptable, parce que c'est vrai qu'on le réduit un peu trop souvent à la compta, à l'administratif, mais finalement, on le voit, il est là pour le conseil. Donc après, bien sûr, il faut être structuré pour, hein, c'est tout l'enjeu. La gestion, donc ça, c'est plutôt du suivi de gestion, respect des indicateurs de gestion et des objectifs que vous êtes fixés, des points réguliers pour voir où vous en êtes sur la gestion de l'entreprise. La fiscalité, donc que ce soit sur du déclaratif, du paiement, type TVA, ce genre de choses, mais aussi du conseil. Les ressources humaines, bien entendu, le juridique, que ce soit la création de l'activité, mais tout au long de la vie de l'entreprise. Je fais rentrer des actionnaires, je dois valider un pacte d'actionnaires, je fais rentrer des investisseurs. Donc voilà, tous ces sujets-là sont évoqués. Le financement, bien entendu. Les systèmes d'information. Donc là, quand vous avez effectivement des sujets un peu plus techniques sur de la mise en place d'outils dans votre entreprise, et assez souvent la réalisation d'audits, des audits légaux, contractuels, ou des audits d'acquisition quand vous reprenez une entreprise. Y a-t-il des questions sur ce premier volet? Donc là, je suis en plein écran, donc n'hésitez pas si il y a des questions. L'autre volet qu'on voulait évoquer, c'est l'organisation administrative et comptable. Mais sans être rébarbatif, l'idée, c'est pas de vous dire voilà comment on fait pour bien s'organiser. En tout cas, si vous avez cette question, je pourrais y répondre sans problème. Le point principal que je voulais voir avec vous, c'est les difficultés récurrentes rencontrées par les entrepreneurs. Donc ça, c'est un constat, c'est du vécu en fait. Hein, on a fait un sondage au niveau des équipes qui s'occupent plus de la comptabilité. Moi, dans mes activités antérieures, j'ai été indépendant. Pendant 6 ans, je faisais de la transaction d'entreprise et de fonds de commerce. Et j'ai commis une grande erreur en étant indépendant, c'est de vouloir tout faire tout seul. Donc ça, c'est le deuxième point. Tout faire tout seul, ça veut dire que bah oui, j'avais mon activité, mon développement commercial à gérer, mes prestations, mais en même temps, je voulais faire ma comptabilité pour être vraiment autonome sur ces sujets-là. Et je ne vous raconte pas le temps que j'ai perdu à saisir des chiffres, le temps à éditer un bilan, alors qu'en fait, il va toujours vous manquer une compétence. Et à un moment donné, il faut savoir déléguer. Donc, tout faire tout seul, c'est une des difficultés qu'on rencontre au niveau des entrepreneurs et qui ne veulent pas être accompagnés ou qui, parfois, ne savent pas vers qui se tourner pour être accompagnés. Ce qu'on a constaté aussi au niveau des équipes, c'est un certain laxisme administratif. Donc, sans aller dans la phobie administrative qui était un peu à la mode il y a quelques années, le laxisme administratif, effectivement, c'est de se dire je ferai ça plus tard, ben ça c'est pas grave, je vois pas l'enjeu de collecter tous les documents comptables pour le compte de mon expert comptable. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, mon vrai sujet, c'est le développement commercial, c'est le développement de ma plateforme, de mon application, et le reste, à la limite, m'importe peu. Donc ça, c'est une problématique assez récurrente qu'on rencontre. La troisième problématique, c'est de négliger les courriers qu'on reçoit des administrations fiscales, sociales. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes chef d'entreprise, entre guillemets, votre entreprise tombe dans le domaine public. Donc, ça veut dire que vous avez tout un tas d'organismes qui vous contactent, que ce soit officiel ou à la limite de l'arnaque, ce qui est possible. Donc, en tout cas, vous allez recevoir énormément de courriers et il faudra les filtrer.
Et l'important, c'est de se dire, si ça vient des impôts, bah, j'essaie quand même de savoir ce qu'on me dit. Si ça vient des organismes sociaux, type URSSAF, j'essaie vraiment de savoir ce que ça dit et surtout, j'en informe mon expert comptable. Ça, c'est un point essentiel. On le voit aussi, les principales difficultés rencontrées tournent autour des notes de frais. Ça, c'est un vrai sujet. Mettre à jour son tableau de notes de frais et conserver les justificatifs, c'est une problématique qui est entière. Là, après, on revient toujours effectivement au même sujet, en fait. Hein. L'obligation de conserver tout document, elle existe. Et du coup, bah, l'administration fiscale, en cas de doute ou en cas de contrôle, va regarder jusqu'à 3 ans si vous avez conservé tous ces justificatifs. Donc, c'est facile hein, d'aller au restaurant, d'inviter un client, de payer avec sa carte personnelle et finalement de perdre le justificatif. Donc, ça a des incidences non négligeables. Donc, ça suppose aussi une certaine rigueur, une certaine organisation pour que ce soit pas problématique et surtout qu'en cas de contrôle, il y ait le moins d'incidences possible. Et le dernier enjeu qu'on a pu constater au niveau de nos équipes, c'est d'essayer de maîtriser des sujets sensibles comme le social. En gros, c'est je maîtrise, je fais tout moi-même, mais je vais effectivement sur des terrains un peu glissants parce qu'au bout d'un moment, vous savez, le social, surtout en France, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, vouloir faire des procédures d'embauche sans être accompagné, pourquoi pas, mais quid de la convention collective, quid du formalisme du contrat de travail, et ensuite, pareil, hein, surtout quand on a des salariés qui veulent quitter l'entreprise, ça peut être problématique sur ces différents points. Donc, il y a toujours un formalisme à respecter et il y a des sujets sensibles, honnêtement, qu'il faut impérativement confier à des experts qui font ça tous les jours. On a des solutions quand même pour optimiser l'organisation administrative et comptable. Déjà, le premier point, et ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur les difficultés, c'est d'apprendre à se connaître, ou en tout cas, connaître ses limites. Et on pose souvent une question, nous, quand on accueille de nouveaux clients, est-ce que vous êtes organisé? Ça paraît bête, mais tout le monde n'a pas les mêmes qualités d'organisation. Et du coup, c'est un point important pour tout simplement calibrer la teneur de la mission, ce que la personne pourra faire très bien, ou au contraire, ce qu'elle fera mal, et pour éviter ces problématiques ou ces incompréhensions en se disant, vous nous avez dit que vous allez me transmettre tous les mois tel document, finalement, vous ne les transmettez jamais, qu'est-ce qui se passe? Faut se poser les bonnes questions. Est-ce que mon organisation me permet finalement de ne pas avoir de problématique de délai sur l'envoi des documents à mon expert comptable. Donc ça, c'est un vrai point qui est pour moi le plus important. Dans tous les cas, en tant que dirigeant, dirigeante, se consacrer du temps aux missions qui sont pas forcément très intéressantes, mais qui sont quand même impératives, aux missions d'organisation administrative et comptable, c'est important. Dans votre emploi du temps, oui, il y a le commercial, oui, il y a les enjeux plus techniques concernant votre métier, mais il y a aussi la gestion administrative et comptable, ça en fait partie. Donc il faut ne pas le négliger, et après on verra aussi qu'il y a peut-être des outils qui permettent d'alléger un peu la charge, mais ça fait partie du job d'entrepreneur. Et le choix qui se fait, mais là je dirais surtout, ça dépend de la taille de l'entreprise, c'est d'internaliser ou d'externaliser justement ces fonctions administratives et comptables. Donc, l'internaliser, c'est très simple. Quand vous commencez à être structuré, parce que forcément, au démarrage, vous n'avez pas toujours le temps, mais donc il faut être structuré pour commencer à réfléchir à internaliser cette ressource. Donc forcément, ça vous libère du temps et en même temps, s'il y a du cash, ça vous permet aussi de pouvoir payer ces personnes à vous aider dans cet accompagnement administratif et comptable. L'externalisation, c'est clairement recourir à un cabinet d'expertise comptable. Après, ce sera à vous de définir le temps passé sur ces missions-là. Donc forcément, plus vous allez passer de temps sur le volet administratif et comptable, moins la mission comptable auprès de l'expert comptable sera onéreuse et inversement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Y a-t-il des questions par rapport à ce point-là? Je vais revenir sur, voir s'il y a du chat. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein.
On avance directement sur le Q&A. Donc, un sondage a été transmis il y a quelques jours et des sujets de prédilection sont ressortis. Donc, il y en a 6 essentiels, avec d'autres sujets qu'on pourra aborder, parce qu'il y avait un sujet bien précis aussi. On va commencer par comment choisir son expert comptable. Vrai sujet. Et en fait, on est totalement concerné puisque je représente un cabinet d'expertise comptable et on a systématiquement des prospects, des personnes qui nous contactent en disant je veux changer d'expert comptable ou je veux trouver un expert comptable. Voilà ce que je recherche en termes de qualité, en termes d'outils, en termes de conseils. Et ensuite, ils font leur choix en fonction de leurs besoins. Donc, pour moi, il y a 8 critères essentiels pour choisir son expert comptable. Le premier, qui n'est pas négligeable, c'est que ce soit un professionnel inscrit à l'ordre des experts comptables. Un expert comptable, c'est pas un comptable. Vous pouvez avoir un ami, quelqu'un de votre famille qui sait faire la comptabilité, mais qui n'est pas inscrit à l'ordre. Donc, ça veut dire que cette personne ne pourra jamais authentifier et certifier vos comptes. Et on le verra un peu plus tard, dans les obligations comptables notamment, eh bien, il faut certifier les comptes pour pouvoir les transmettre aux impôts. Donc, la base, c'est de vérifier que ce professionnel est bien inscrit à l'ordre des experts comptables avec un numéro dédié. Donc, ça peut être une personne ou ça peut être tout simplement une société d'expertise comptable inscrite à l'ordre. Le deuxième point, ça va vous importer surtout dans vos phases de développement d'activité, c'est que l'expert comptable soit disponible. Donc, la disponibilité sous-entend être réactif, pouvoir répondre à vos questions en temps et en heure. Alors bien sûr, ça se fera pas dans l'heure. C'est quand même des professions au sens large qui ont un agenda très chargé, mais il faut quand même que ces personnes puissent se rendre disponibles. Et ça va rejoindre effectivement l'autre point, le point qui suit, c'est les outils et le fait que le professionnel soit bien équipé. Ça veut dire, en fonction de la taille des équipes, de leurs compétences, l'expert comptable, il peut déléguer parfois des réponses aux questions qui sont, entre guillemets, accessibles parce qu'il a une équipe structurée. Comment fonctionne un cabinet d'une façon générale? Vous avez un ou plusieurs experts comptables associés, des managers qui sont très souvent experts comptables ou des comptables très expérimentés, et ensuite vous avez des collaborateurs comptables. Ça, c'est la partie compta. Et sur la partie sociale, vous avez des gestionnaires de paye. Donc forcément, il n'y a pas que l'expert comptable qui peut répondre à vos questions. Il y a aussi le reste de ces équipes, que ce soit sur du courant ou des questions plus précises. Donc la réactivité va dépendre en général de la structuration de l'équipe. Être bien équipé, qu'est-ce que ça veut dire pour un cabinet? C'est de disposer d'outils. Je vous rassure, aujourd'hui, la comptabilité ne se fait plus à la main. En tout cas, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Il y a des outils informatiques avec des logiciels de traitement comptable et qui vont permettre d'automatiser pas mal de choses. Donc, les équipements, ça en fait partie, les outils. Et parfois, on peut vous proposer aussi des outils qui soient chaînés entre le cabinet comptable et l'outil que vous allez utiliser. Donc, ça peut être une proposition, un cabinet qui vous dit, voilà, nous, on utilise QuickBooks, utilisez QuickBooks, c'est très bien, vous allez voir, c'est génial. Moi, je donne notre exemple. On n'est pas forcément partisan de proposer des outils parce qu'ils ne sont pas toujours adaptés à votre activité. Donc, on évoque ces outils ensemble. Vous faites votre choix après les avoir testés. Et ensuite, on a un service informatique qui va tout simplement plugger vos outils vers nos outils de compta et de gestion. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Être bien équipé, ça veut dire aussi de pouvoir proposer, si jamais c'est un enjeu pour vous, des suivis de gestion via des tableaux de bord. En gros, très souvent, et ça c'est une problématique que je rencontre toujours au niveau des entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité réelle sur l'activité en cours ou même sur une projection, sur l'aspect prévisionnel. Et ça, c'est une problématique. Donc, se donner un objectif,
via le prévisionnel et suivre effectivement ses objectifs via les tableaux de bord de gestion. Pour moi, ça me semble essentiel, mais encore une fois, il faut que ça fasse partie de vos besoins, il faut que vous puissiez en avoir conscience. Et en fait, même en démarrage, il faut quand même avoir de la visibilité. Donc pour moi, c'est un sujet important. Un professionnel bien équipé, ça veut dire aussi qu'il peut couvrir plusieurs domaines de compétences bien spécifiques. On parlait tout à l'heure, le métier de base, oui, c'est la compta. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la fiscalité, il y a le juridique, il y a le social, les systèmes d'info, le conseil au sens large. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc ça touche directement, bien sûr, à la taille du cabinet, à sa structure, mais d'avoir un cabinet, un expert comptable qui peut couvrir tous ses besoins, c'est quand même essentiel. Un enjeu qui est important aussi, peut-être moins maintenant parce qu'on a eu le confinement, c'est la proximité, d'avoir un prestataire de proximité ou en ligne. Et là, c'est un choix qui est vraiment personnel. Est-ce que vous préférez voir les gens, qu'il y ait un peu d'humain, ou à la limite la visio ou le téléphone vous convient parfaitement? Ça, ce sera un vrai enjeu, et seul vous pourrez avoir réponse à cet enjeu. Dans tous les cas, les deux solutions sont acceptables, mais c'est une question de feeling. Après, l'humain en général, il y a toujours de l'humain à un moment donné, mais c'est pas forcément la même relation que vous allez nouer avec votre expert comptable. Ensuite, très important, et ça vous le verrez aussi avec un peu plus de recul sur votre activité, forcément, pour choisir son expert comptable, il faut que vos besoins soient en adéquation avec les services proposés. Qu'est-ce que vous voulez, globalement? Est-ce que vous avez des spécificités qui sont liées au secteur d'activité? Donc, vous verrez tout de suite la limite de la personne avec qui vous êtes déjà lié avec la lettre de mission comptable, ou au contraire, ça vous convient parfaitement parce que vous décidez tout simplement de confier la comptabilité pure et tout le reste, vous savez le faire, ou en tout cas, vous avez le temps de le faire. Donc, il faut que vos besoins, bien sûr, puissent être en adéquation avec les services proposés. Et je dirais tout type de besoins, bien sûr lié au métier des chiffres, mais tout type de besoins. Ce qui revient très souvent aussi, ensuite, pour déterminer son choix, c'est les honoraires appliqués. Donc, il n'y a pas forcément de barème dans la profession. Ça se fait normalement au temps passé. Le cabinet estime sur une année le temps qu'il passera sur votre dossier, à pouvoir saisir, s'il faut saisir des éléments, ou exporter des données, en tout cas importer des données qui viennent de vos différents outils. Voilà, c'est du temps passé. Certains vont fonctionner avec des lignes de saisie, entre guillemets. Je dirais que ce temps est un peu révolu. On est plutôt vraiment sur du temps passé. Et ce temps passé inclut le conseil. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Un expert comptable qui veut vous accompagner, oui, il vous conseille, mais en fonction de la spécificité et du temps que prend la délivrance du conseil, bien sûr, ça rentre effectivement en sus dans la facturation que vous avez avec et le contrat que vous avez avec l'expert comptable. La taille du cabinet, c'est un enjeu qui est important aussi. On se pose souvent la question, pourquoi travailler avec un cabinet de grande taille lorsque vous êtes une petite activité? Il n'y a pas forcément de pertinence, et je pense que personne n'y trouvera son intérêt, parce que l'enjeu de ce type de cabinet, c'est de travailler avec des grands groupes, et honnêtement, peut-être qu'ils auront même du mal à travailler sur votre dossier, en fait, parce que c'est pas leur expertise. Donc en fait, ce qui est pas mal de vérifier, c'est de voir un peu dans le portefeuille de clients, qui sont les clients. Est-ce qu'on a plutôt des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises? Est-ce que c'est diversifié? Donc voilà, ça vous permettra un peu de valider votre choix sur la taille du cabinet. Et le dernier point, c'est la confiance. On parlait tout à l'heure des valeurs humaines. Forcément, l'expert comptable, c'est le bras droit de l'entrepreneur. Donc s'il n'y a pas de confiance, c'est compliqué. La confiance, comment l'avoir? Oui, il faut s'interroger sur différents partenaires. Faut encore une fois reprendre ses besoins. Et souvent, ça marche sur de la recommandation. Mais la recommandation, elle doit être bien avisée. On vous recommande un cabinet d'expertise comptable, ok, mais encore une fois, est-ce que vous êtes sur le même créneau, le même secteur? Est-ce qu'on comprend votre activité? Donc, il faut quand même il faut quand même creuser ces différents sujets. Y a-t-il des questions par rapport à ce point, sur le choix de l'expert comptable?
je vais revenir sur, hop, slide, hop. Non, je vois qu'il n'y a pas de question. Tout est fluide, tout est limpide. Alors, je reviens sur la presse. Une question qui est revenue et qui est essentielle, et là, je pense qu'on va vraiment démystifier, alors même si ça va être très synthétique, mais c'est en fonction du statut juridique choisi pour son entreprise, quelles sont les obligations comptables, fiscales et sociales. Et je vais me concentrer sur le cas des sociétés commerciales. C'est une très bonne question. Et là, en même temps, on revient en fait sur les fondamentaux de la comptabilité. La compta, c'est fait pour répondre à des obligations. Ça, c'est sûr et certain. Lorsque vous sollicitez un expert comptable, cet expert comptable, il est mandaté pour réaliser la comptabilité et la conformité de cette comptabilité. Mais s'il y a des erreurs de gestion, des fautes de gestion ou ce genre de choses, en fait, il ne peut pas être mis en cause. Lui, son but, c'est de vous conseiller et de vous orienter pour faire les meilleurs choix, entre guillemets. Et ces obligations vont être corrélées. En fait, il y a une pédagogie qui est faite quand vous choisissez un expert comptable. Et cette pédagogie est faite sur 3 volets qui vont vous concerner. C'est le comptable, c'est le fiscal et le social. Qu'est-ce qui est obligatoire au niveau de la comptabilité? Eh bien, c'est de disposer de ce qu'on appelle des pièces justificatives. Ce sont tous les documents qui permettent à votre activité de fonctionner. Les factures de vente, les factures d'achat, les notes de frais, les factures d'investissement, que ce soit un site internet ou des machines-outils, tout ce qui va justifier des lignes de compte, tout simplement. Et donc, ces pièces justificatives, il faut les conserver. Là, le timing, c'est 10 ans. Il faut les conserver 10 ans. Donc, encore une fois, raison de plus pour être organisé, pour pouvoir aussi conserver ces documents. Ces pièces justificatives vont créer en fait des lignes de compte, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et ces lignes de compte vont être intégrées dans ce qu'on appelle des livres comptables. Ce sont des enregistrements justement de tous ces flux quotidiens, ces flux financiers, ces flux de trésor, ou tout simplement des contrats, par exemple. On retrouve, après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au niveau de ce livre comptable, on a quoi? Le livre journal, les opérations quotidiennes, et le grand livre, c'est les opérations quotidiennes qui sont classées par catégorie. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc, là, on parle effectivement un peu plus technique. Donc bien sûr, c'est l'expert comptable qui tient ces livres comptables, mais il faut en avoir connaissance. C'est une obligation. Tous les ans, l'entreprise doit éditer son bilan. C'est une obligation. Le bilan, c'est un terme générique. En fait, on parle plutôt des comptes annuels. Les comptes annuels, qu'est-ce que c'est? Ça va retracer, on prend une photo de l'activité sur une période donnée. Donc, en général, c'est la période fiscale, c'est 1 an. Sauf quand vous démarrez, ça peut être des exercices plus ou moins longs. Et dans ces comptes annuels, on va retrouver le bilan. Donc, c'est la photographie à la date de clôture de l'exercice comptable du patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède comme actifs, comme matériel, comme logiciel, comme créances. Les créances, c'est l'argent qui n'est pas encore réglé par les clients. La trésorerie. Et inversement, on va retrouver, donc ça c'est l'actif, et inversement, on va retrouver dans le passif les capitaux propres formés par le capital de départ, les bénéfices éventuels, les dettes financières, que ce soit de la dette bancaire, de la dette obligataire, ça peut être aussi des subventions sur investissements qui ont été reçus, et toutes les dettes en cours, donc les dettes fiscales liées aux impôts notamment, les dettes sociales, quand on a du personnel, c'est l'argent qu'on doit verser à l'URSSAF à une période donnée. Donc, ça va retracer dans le bilan le patrimoine de l'entreprise. Dans le compte de résultat, en fait, l'activité de l'entreprise sur une période donnée, le chiffre d'affaires, les charges et le bénéfice qui a découlé de cette activité. Et des documents annexes qui peuvent être liés effectivement à la répartition du capital, au fait qu'il y ait un groupe, que l'entreprise fasse partie d'un groupe.
et ainsi de suite. Donc, les comptes annuels, c'est obligatoire de les éditer et ils sont faits à partir de la comptabilité. Et le dernier point sur le volet obligation comptable, c'est de faire approuver et de déposer ces comptes annuels. Donc, faire approuver par quelqu'un qui est enregistré à l'ordre des experts comptables, donc un expert comptable, et les déposer tout simplement au greffe du tribunal de commerce pour enregistrement. Donc ça, ce sont les obligations comptables. Les obligations fiscales, elles vont être à peu près du même ordre, sauf qu'au niveau des obligations fiscales, il y a vraiment des timings à respecter. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous créez votre société, je reste toujours dans le cas des sociétés commerciales. Une fois que vous êtes immatriculé, donc enregistré au niveau des impôts, du greffe, vous avez reçu ce qu'on appelle un memento fiscal. C'est la lettre d'accueil des impôts, de votre service des impôts. En fait, c'est une page qui va retracer le numéro d'immatriculation de l'entreprise, son siège social, mais surtout toutes les options fiscales qui ont été prises, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés, mais aussi sur la TVA. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en gros, ce document, il est très important parce que ça vous permet de savoir aussi quel est votre numéro de TVA intracommunautaire et c'est plutôt pas mal pour pouvoir déclarer la TVA sur vos ventes ou la récupérer sur vos achats si vous êtes assujetti à la TVA. En termes d'obligations fiscales, on retrouve la transmission de la liasse fiscale aux impôts. La liasse fiscale, c'est une émanation des comptes annuels qui ont été réalisés par votre cabinet d'expertise comptable. Elle a un formalisme bien spécifique et comme son nom l'indique, fiscale, elle est transmise aux impôts. Et ça permet en fait de calculer ou de vérifier tout simplement que les impôts sur les sociétés sont bien déterminés et pourront être prélevés sur la base de ce qui a été déclaré. En gros, la base, c'est le bénéfice qui est imposable et on calcule l'impôt sur les sociétés dessus, si bénéfice il y a bien entendu. Donc ça, c'est une obligation, transmettre la liasse fiscale aux impôts. Et les dernières obligations qui sont là, qui retracent plutôt le quotidien de l'entreprise, c'est tout ce qui touche aux déclarations et aux paiements fiscaux. Je vais les lister. Alors, c'est pas une liste exhaustive, c'est non exhaustive, pardon, mais j'ai les listés. Le point principal, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. En fonction de votre régime fiscal de déclaration de TVA, donc c'est souvent des seuils de chiffre d'affaires, il va falloir que vous déclariez la TVA collectée sur vos ventes, lorsque vous êtes assujetti à la TVA toujours, mais aussi que vous déclariez la TVA déductible sur vos achats, que ce soit du matériel, un site internet, des prestations ou tout simplement des fournitures administratives. Et donc cette soustraction, TVA collectée moins TVA déductible, donc collectée sur les ventes, déductible sur les achats, ça va me créer un solde. Et ce solde va déterminer s'il est positif ou négatif. Si c'est positif, je dois payer de la TVA périodiquement. Donc, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans en fonction du régime fiscal choisi. Ou au contraire, je vais avoir un crédit de TVA si effectivement cette somme est négative. Crédit de TVA, je peux me demander à être remboursé de ce crédit de TVA ou je peux tout simplement le faire proroger sur la durée. Lorsque j'aurai une déclaration de TVA positive, eh bien en fait, le solde 1 va s'annuler par rapport au solde 2 de la période et ça me permettra de ne pas sortir de cash. Donc la TVA, c'est le point essentiel et c'est notamment pour ça que c'est important d'avoir, en tout cas d'essayer d'avoir une comptabilité mensuelle et donc d'être très rigoureux sur ces sujets-là. En fait, oui, vous aurez une visibilité sur votre activité, mais au moins ce sera plus facile de calculer cette TVA, ce solde de TVA périodiquement. Les autres déclarations et paiements qui sont édités, c'est la cotisation foncière des entreprises. On n'y échappe pas au 15 décembre, sauf exonération particulière lors de la première année ou en fonction de la zone d'implantation de l'entreprise. Le 15 décembre de chaque année, pour ceux qui clôturent au 31/12 notamment, vous devez vous acquitter de cette somme qui est calculée par le fisc. Donc,
La déclaration, je vous dirais qu'elle est automatique. On vous envoie, entre guillemets, notification comme quoi vous devrez payer tant. Et par contre, il faut verser effectivement cette somme. Même principe pour les déclarations d'échange de biens, notamment quand vous avez des transactions qui se font dans des pays étrangers. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, quand votre chiffre d'affaires dépasse 500 000 euros de chiffre. Donc, c'est pareil, il y a une déclaration et il faut s'acquitter de ce paiement. La taxe sur les véhicules de société, quand il y a des véhicules de société, et j'en passe. Hein. Il y a d'autres éléments, mais ce sont les principaux que j'ai cités. Donc, les obligations fiscales. Et ensuite, les obligations sociales. Et là, elles sont beaucoup plus nombreuses, ne serait-ce que quand vous avez un dirigeant qui commence à se rémunérer, ou quand vous employez des salariés. Donc, il y a forcément des obligations sociales qui sont incontournables. Je vais vous lister les principales. La première, quand vous recevez votre extrait CABIS, la société est créée, c'est de choisir un organisme social pour la retraite, notamment. En fait, on vous demande de choisir un organisme de cotisation retraite. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, en fait, ce sera, entre guillemets, commis d'office, mais c'est obligatoire. Et en fait, ça ne change rien au calcul. Hein. Vous paierez toujours les mêmes cotisations, mais c'est juste qu'il faut choisir l'organisme collecteur pour la retraite. En fonction de votre activité aussi, c'est pareil, il faudra choisir une mutuelle, notamment qui sera bénéfique pour tous les salariés de l'entreprise. Quand on veut embaucher, il y a un formalisme, mais ce formalisme, il va dépendre aussi du choix de convention collective. On néglige souvent cet aspect, mais quand on est une start-up, comment savoir quelle convention collective utiliser? Là, il faut être conseillé, il faut être accompagné. C'est un vrai enjeu. Des éléments obligatoires, type aussi registre du personnel. Qui est mon salarié, son numéro de sécu, sa date d'entrée dans l'entreprise, sa date de sortie. Les registres du personnel sont des éléments obligatoires, tout comme l'affichage qu'on retrouve au sein des locaux de l'entreprise. Il y a des affichages obligatoires. Vous embauchez un salarié, il y a une déclaration d'embauche spécifique à faire, il y a une visite médicale qui aura un certain coût, ça peut être 150 à 200 euros hors taxe par salarié, donc tout ça c'est aussi impératif. On ne néglige pas le formalisme aussi sur le départ ou le licenciement de salariés, que ce soit le solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, tout ça c'est bien normé. On a aussi, et là c'est plutôt sur le quotidien, sur du mensuel, bien sûr, c'est la déclaration au niveau des organismes sociaux, comme l'URSSAF, des salaires, et aussi le paiement des salaires. Donc ce sont des obligations non négligeables. Et encore une fois, il vaut mieux être accompagné sur ces sujets-là, parce que le social, c'est quand même un point très important dans la gestion d'une entreprise. Et c'est souvent là où on éprouve des difficultés. Une question qui revenait aussi, c'est le troisième point, c'est quels outils permettent de faciliter la gestion de son entreprise, ou du moins quels sont les outils les plus efficaces. Pas évident de répondre à cette question, mais en même temps, il y a un sujet qui est toujours le même, c'est quel est votre métier et du coup, quels sont les outils les plus adaptés. C'est pas parce que vous avez un ami qui utilise tel ou tel outil que forcément ça va être le meilleur. Il faut toujours que ce soit adapté à son métier. Sur les outils de gestion, après, on ne fait pas forcément de promo, de pub, ce genre de choses. L'idée, c'est de vous dire, vous démarrez, mais à un moment donné, vous êtes aussi dans une phase de développement, donc forcément, vos outils vont changer. Donc, il ne faut pas se formaliser forcément sur les outils, mais du coup, à un moment donné, entre le traitement de 2 factures de vente par mois et de 2000 par mois, c'est pas du tout le même enjeu. Et donc, il y a des outils qui vont vous permettre de faciliter un peu la gestion globale de l'entreprise. Et ça passe essentiellement par des outils digitaux. Parce que c'est pareil, le papier, c'est plus possible. Il faut essayer le plus possible de s'équiper en digital. Ça va vous faire économiser du temps. Et là, je vais ouvrir une parenthèse sur les outils de gestion qu'utilisent les entrepreneurs.
c'est que souvent, ce sont des outils de gestion qui sont appliqués au métier, ou en tout cas qu'on paramètre pour qu'ils soient adaptés au métier. Mais c'est rare que ces outils soient adaptés à des extractions comptables, à des choses qui puissent être exploitables. Et là, on revient souvent au discours, hein, on revient souvent à la première question, c'est comment choisir son expert comptable. On se dit souvent, l'expert comptable, bon, finalement, sa valeur ajoutée, elle est limitée s'il fait que la compta. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte cher. Mais en même temps, si vous n'avez pas d'outils de gestion modernes qui permettent de faire des extractions de lignes de vente avec la TVA et de lignes d'achat aussi avec la TVA, bah, votre cabinet comptable, lui, il va devoir retourner, entre guillemets, dans ces travers de saisie des factures, de saisie des factures de vente et d'achat. Donc, en fait, ça va lui prendre du temps. Donc, quand on lui dit, ouais, vous êtes cher, mais en même temps, il va vous dire, ouais, mais ça me prend du temps. Je vais faire un parallèle avec certains clients que nous avons qui sont un peu plus âgés, qui sont pas toujours au fait du numérique. Même quand on essaye de les basculer sur des logiciels simples, bah, ils peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité. Et du coup, bah, je sais pas, vous avez une librairie, elle va encore fonctionner avec une caisse aux normes, certes, mais une caisse à l'ancienne, où il va falloir répertorier ses ventes via un bout de papier qu'elle nous transmet tous les mois. Donc c'est des choses qui vont prendre énormément de temps, alors que les process peuvent être simplifiés grâce aux outils que vous utilisez en fait. Donc finalement, pour faire économiser du temps et de l'argent à votre expert comptable, bah, il faut avoir des outils dignes de ce nom qui permettent bah, d'avoir une certaine productivité et une économie de temps. Je liste en général 4-5 logiciels de gestion qu'utilisent certains de nos clients, en tout cas sur des personnes un peu plus jeunes, un peu plus au fait justement de la techno et surtout qui ont compris que c'était pas intéressant de passer trop de temps sur la partie administrative et comptable. Donc je vais les lister. Après, je vais pas forcément rentrer dans le détail. On peut retrouver Spendesk, QuickBooks, Selsai, Libeo et iPadsat. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. Par exemple, Selsai va se concentrer, Selsai c'est S-E-2-L-S-Y, va se concentrer essentiellement sur le cycle de vente. Et les autres vont plutôt se concentrer sur la partie gestion des achats des fournisseurs, parfois des paiements automatisés. Donc, pouvoir éditer une facture de vente, c'est essentiel, surtout quand elle est automatisée et surtout quand elle est aux normes. Donc, je vous rappelle que les factures de vente que vous émettez doivent répondre à des obligations et un formalisme bien particulier. Et ces outils permettent de vous les sortir sans trop de problèmes. Certains outils comme iPadsat et Libeo notamment permettent de collecter automatiquement vos factures d'achat, que ce soit via des clouds ou via les emails que vous recevez. Donc la collecte, bah, c'est une façon supplémentaire d'économiser du temps sur le classement, en fait, tout simplement. Ces outils sont interfacés avec d'autres outils collaboratifs et notamment, bah, non pas forcément des logiciels comptables, QuickBooks qui est déjà un outil comptable, mais avec bah, tout simplement des extractions possibles. Vous éditez une extraction, un export de vos lignes de vente avec le numéro de facture, éventuellement le nom du client, la prestation, le produit, le service vendu, le montant TTC hors taxe, le taux de TVA. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous appuyez sur un bouton, vous le transmettez à votre expert comptable, et lui, en fait, il va récupérer tout votre cycle de vente. Donc ça, c'est quelque chose d'optimal, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous et pour votre cabinet. Intéressant pour vous parce que ça vous donne de la visibilité sur une période, sur ce qui a été vendu, et pour le cabinet comptable parce qu'il aura la même chose, cette même visibilité, et en même temps, bah, ça va lui faire un gain de temps. Certains de ces outils peuvent gérer aussi des notes de frais. Donc que ce soit pour vous en tant que dirigeant ou aussi pour les salariés. Ces outils proposent pour la plupart une synchronisation avec vos comptes bancaires. Donc ça permet forcément de suivre plus facilement la trésorerie et de pouvoir faire des rapprochements bancaires. Donc voilà, c'est un peu les fonctions principales de ces outils de gestion. Il y en a d'autres et encore une fois, il faudra les tester et de savoir s'ils sont tout simplement applicables à votre entreprise.
Savoir lesquels sont les plus efficaces, bah, c'est le même principe, hein, répondre à cette question. Ça voudrait dire qu'on connaît tous les métiers, qu'on a testé tous ces outils. C'est pas forcément possible. Par contre, un point de vigilance, c'est juste de savoir si ces outils peuvent être paramétrables. S'ils sont très rigides, ça va peut-être pas vous intéresser. Il faut que ça reste paramétrable et assez ouvert. Et donc, ça se travaille en général avec le service client de ces entreprises. Donc ça, c'est des outils de gestion qui sont quand même assez simples et efficaces. Après, il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais c'est les principaux que j'ai relevés, que je vois, et en tout cas qui fonctionnent bien parce que du coup, on peut faire des extractions. Et donc, la transmission des documents se fait forcément plus facilement. Un autre sujet qui avait été évoqué, c'est comment automatiser tous les process de son entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on retrouve essentiellement dans des entreprises qui se développent, qui commencent à avoir des flux de plus en plus importants. Et forcément, c'est pas une question facile parce que là, on est plutôt sur des outils métiers, interfacés avec des outils de gestion. Donc forcément, ce qu'il faut bien étudier, c'est le besoin. Quels sont vos besoins quand on parle d'automatisation? Les flux de vente, ça peut s'automatiser. Le CRM, avec des outils comme HubSpot, par exemple, peuvent s'automatiser. L'envoi des newsletters, ce genre de choses, c'est possible. Mais tout dépend, en fait, de ce que vous voulez automatiser. Donc, il faut se poser la question. Il faut faire, en fait, un tableau de process. C'est quoi les process dans votre entreprise pour pouvoir ensuite se dire, OK, là, on peut économiser du temps. Là, on perd du temps. Et sur chaque élément que vous allez lister, il faudra faire une recherche sur des outils complets ou partiels qui vont vous permettre d'automatiser les tâches principales pour vous. On ne peut pas tout automatiser, mais en tout cas, vous le savez, sur la partie marketing, ça, en général, il n'y a pas trop de soucis. Le commercial, ça dépend de votre business. La gestion, le 100% automatique, ça n'existe pas encore. Donc voilà, il faudra vraiment choisir ces éléments avec précision. Donc finalement, cette question, je pense qu'elle s'étudie au cas par cas. Donc si jamais vous avez du temps ou que le sujet vous intéresse, on pourra y répondre précisément. Mais pour automatiser, c'est une question de timing. Dès que vous créez votre boîte, automatiser, ça n'a pas forcément de sens parce qu'il faut que vous appreniez déjà vos process, à les optimiser avec vos outils actuels. Et quand vous voyez que vous passez un cap, forcément, il faut y réfléchir. Et ce cap, c'est souvent lié aussi au développement commercial. Il y a du cash qui rentre. Donc forcément, on a peut-être plus de visibilité pour se dire, OK, on va automatiser, ça va nous faire économiser sur tel ou tel poste. Et en fait, on va pouvoir s'en sortir de la sorte. Y a-t-il des questions par rapport à ce sujet-là? Je vais revenir sur la page des vidéos. Donc, faut pas hésiter à m'interrompre. En tout cas, par la suite, il y aura de toute façon un temps de questions-réponses. Mais il ne faut surtout pas hésiter. Je suis à votre dispo. Une question qui était assez intéressante et du coup que l'on retrouve très souvent, nous, dans notre cabinet. C'est une question qui est large, en fait. Comment transférer un actif lorsque l'on souhaite passer d'auto-entrepreneur à société? Type le développement qu'on a réalisé, des brevets ou des logiciels. En fait, la question, c'est comment fait-on pour passer en société lorsqu'on a commencé en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur et mettre en avant tout le travail et toute l'ingénierie et tout le temps qu'on a passé sur le développement de notre outil, que ce soit un logiciel, un site internet ou tout simplement sur un outil spécifique que vous aurez développé ou un prototype, par exemple. Il faut savoir que la micro-entreprise, ça reste une entreprise. C'est une entreprise individuelle avec un régime fiscal bien particulier qui correspond à des seuils de chiffre d'affaires, qui correspond à une modalité de prélèvements sociaux pour le dirigeant. 1 euro encaissé est égal à X% de charges sociales prélevées. Donc, c'est un régime fiscal bien spécifique. Mais ça reste une entreprise. Donc, cette entreprise, elle va créer de la valeur par son activité, donc le chiffre d'affaires,
par ses contacts, par ses clients, et ensuite par toute la partie, on va dire, incorporelle ou corporelle qu'elle utilise. Donc ça, c'est des termes comptables. Incorporel, c'est tout ce qui est un peu intangible. Un brevet, un logiciel, du développement informatique, c'est incorporel. Et du corporel, c'est plutôt du matériel. Donc, tout ça va créer le développement de votre activité au sens large. Et ensuite, il y a deux sujets. Ça vous prend du temps de développer un outil, un logiciel, de faire du dev informatique, un site internet, un brevet. Pour que tout soit simple, en général, ce que vous faites, c'est que vous devez faire un relevé de vos temps. Tout simplement, vous calculez le temps passé à réaliser ce genre de choses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on pourra vous dire, OK, vous voulez passer en société, il y a un actif de tant de milliers d'euros qui existe, comment avoir la preuve que ça vaut vraiment ça ? Donc en fait, c'est juste un outil pour prouver que vous avez passé du temps à faire du développement et que ce développement a créé de la valeur. Si vous avez passé du temps à créer un site internet et que le site internet, c'est du temps, mais honnêtement, c'est pas un site qui vole très haut parce que vous n'avez pas toutes les compétences et qu'en même temps, ça ne vous a pas permis de faire du développement commercial rapide. En fait, il faut se poser la question. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire, entre guillemets, de transférer l'actif que j'ai créé en micro-entreprise vers une société? Mais si vous savez que cet actif a une vraie valeur et qui est valorisable à un moment donné parce que du développement a engendré de la clientèle, là, on se pose réellement la question. Et donc, il faut tout simplement, et là, je vais vous donner un peu l'ordre des choses parce que c'est très spécifique. Donc, il faut que ça en vaille la peine. Et quand vous jugez que ça en vaut la peine parce que il y a une valorisation non négligeable qui est importante pour vos capitaux propres, et on parlera de cette notion, eh bien, il faut commencer par valoriser cet actif. Donc, c'est le même principe, c'est pas vous qui allez dire cet actif de ma micro-entreprise, il vaut 100 000 euros. On n'en sait rien, en fait. Ça n'existe pas. Donc, il faut le faire au travers de ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, c'est un expert comptable qui a la casquette de commissaire aux comptes. Donc, le commissariat aux comptes, c'est tout ce qui touche à des vérifications de comptes, notamment de groupes, d'entreprises, ce genre de choses. Donc, ce commissaire aux apports, c'est un expert comptable et lui, avec les éléments que vous allez lui fournir, il va justifier et approuver la valeur de ces différents actifs. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que il vous faut vos projets de statut. Vous voulez passer en société, donc il vous faut vos projets de statut et dire, OK, je sais où je vais par rapport à mon objet social, j'ai mon siège social, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon projet de statut. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir un process très simple, c'est de dire, moi, en tant qu'entrepreneur individuel, je vais transférer cet actif à cette nouvelle société. Et là, on va revenir sur des sujets un peu plus juridiques. Pour créer une société, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un capital social qui peut être ventilé de différentes façons. Du numéraire, c'est de l'argent. Vous apportez de l'argent au capital social de l'entreprise. On va retrouver de l'apport en nature. C'est du matériel, notamment, lorsque vous avez des prototypes, ce genre de choses. Et de l'apport en industrie. Donc là, c'est plutôt de la matière grise. Donc, ces trois éléments vont constituer le capital de votre entreprise. Et donc, on l'a vu, vu que souvent, du développement, c'est un peu de l'incorporel, c'est de la matière grise. Une fois que c'est valorisé, eh bien, cet actif, et c'est ça tout l'intérêt, en fait, de pouvoir valoriser cet actif, si votre actif global vaut 100 000, vous apportez 100 000 euros à la nouvelle société qui est en cours de création, eh bien, en fait, votre capital social, il sera de 100 000 euros. Il sera peut-être de 1 000 euros en numéraire, mais il sera peut-être de, je sais pas, 99 000 euros en ce qui concerne les apports en industrie ou en apport en nature. Et donc, ça veut dire que vous commencez votre activité de société avec un capital qui est plus fort que celui que vous auriez mis s'il n'y avait pas eu ce transfert d'actifs. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est quoi l'intérêt ? Déjà, vous valorisez un travail qui a été fait en amont pendant une période donnée.
Donc ça, c'est un point essentiel. Ça vous rend aussi un peu plus crédible par rapport aux tiers. Une banque, un investisseur, des partenaires, des futurs associés. Donc en fait, il y a une crédibilité qui est accrue parce que le capital, bien sûr, c'est une notion juridique et comptable, mais finalement, c'est la vitrine de votre entreprise. Donc démarrer votre activité avec un capital de 100 000 euros, bah forcément, c'est plus simple. Et ensuite, il y a un enjeu qui est là, qui est plus lié en fait à, on va dire, à une sécurité financière. Le capital de départ, on l'avait vu tout à l'heure, hein, capital de départ plus bénéfice antérieur, ça forme ce qu'on appelle les capitaux propres. En général, lorsqu'on est sur des enjeux d'investissement importants, type start-up, on n'est pas rentable tout de suite. Donc, ces capitaux propres, finalement, vont compenser les pertes d'exploitation. Parce qu'il y aura peut-être des pertes pendant 1, 2, 3 ans. Donc, forcément, plus le niveau de capital est fort, plus les capitaux propres peuvent être résilients et ne pas tomber sous la barre des zéros, quoi, en étant négatif. Ce qui peut être un enjeu pour tout simplement la cotation Banque de France. Et donc, forcément, la cotation de Banque de France, c'est ce sur quoi les banques se positionnent pour pouvoir vous prêter de l'argent. Même si ça ne veut rien dire. On sait que vous êtes en phase de développement et que vous avez besoin d'investir énormément sans rentrer trop de chiffre d'affaires, mais en même temps, ça, c'est la réalité des choses, c'est que vous avez une note, une espèce de cotation qui est éditée. Donc, plus vos capitaux propres seront importants et résilients, et plus vous pourrez effectivement communiquer sur ce sujet et donc atténuer aussi l'effet des pertes d'exploitation que vous pourriez avoir. Donc, ce volet-là, on peut le creuser. Bien sûr, c'est du cas par cas. Encore une fois, il faut que ça en vaille la peine. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser 1 500 euros via le commissaire aux apports et toutes les formalités qui s'en suivent, si vous savez que ce que vous apportez vraiment comme actif, c'est 2 000 euros. Ça n'est pas la peine. Mais par contre, s'il y a vraiment eu un développement intéressant en amont, il faut se poser la question. Encore une fois, il faut être accompagné. Et je pense que ça peut être un vrai sujet pour vous. Et là, c'est un vrai sujet d'optimisation sur la suite de votre projet. Et ensuite, toujours sur le Q&A, y a-t-il d'autres sujets que vous vouliez aborder? Est-ce que je peux vous aider à avancer sur certains sujets, certaines interrogations? Qui veut prendre la parole? Je ne sais pas, Mehdi ou Anne, s'il y avait des interlocuteurs qui souhaitaient se positionner, qui souhaitaient échanger ou compléter peut-être des éléments. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment. Je suis à votre dispo. Toute question, il n'y a pas de question Allô? stupide. Hein. Oui, Oui, bonjour Loïc. bonjour. Moi j'avais une question. Alors j'hésite en Ouais. fait j'hésite entre un statut d'auto-entrepreneur et une SAS. Oui, Et du coup, il y a pas vraiment de frein à transférer les capitaux. C'est juste que ça peut coûter un peu côté comptable, non? Je sais pas. bah, auto-entrepreneur, tu n'as pas d'obligation. On peut se tutoyer, pas de problème? Il n'y a pas de souci, oui. Ça marche trop bien, ouais. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable, parce que en fait, la tenue administrative, elle est ultra simplifiée. Donc là, ça peut se gérer via Excel ou des outils gratuits sans aucun problème. Je pense que ta question, elle est plutôt liée finalement à ton activité, ces enjeux notamment en termes de facturation, en fait, si tu es sur du B2B ou du B2C, et ensuite sur les frais que ça engendre. Si tu Oui, sais que oui, tu as beaucoup de oui, frais, après, ouais, vas-y, je t'écoute. je pense que les deux statuts sont intéressants, mais du Mhm. coup, surtout à court terme, l'auto-entrepreneur, c'est assez simplifié, comme tu l'as dit, au niveau de la compta. Totalement. Mais du coup, est-ce que je vais pas me retrouver embêté du coup par le fait d'avoir construit en fait quelque chose autour de cette micro-entreprise, le fait de devoir basculer après dans un autre statut, peut-être une autre structure, du coup, bah, juridiquement, c'est pas du tout la même. Oui. Est-ce que du coup, c'est financièrement, est-ce que je vais est-ce que je vais y perdre?
avec tous les frais, je sais pas, avocat, de gérer en plus de ça cette transition, voilà, au lieu de faire directement la SAS par Oui, exemple. oui. Ben, faut juste te dire qu'est-ce qui te freine aujourd'hui. Et encore une fois, hein, on voit des activités. Imagine, tu as un développement qui va nécessiter énormément de charges. Tu vas pas forcément rentrer de chiffre d'affaires tout de suite, donc tu vas te mettre auto-entrepreneur, mais tu n'auras pas de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que tes charges, tu peux pas les déduire déjà. Donc tu as une problématique qui est entière, qui est de se dire, je suis auto-entrepreneur, je dépense de la trésorerie pour essayer de développer mon entreprise, mais je ne peux rien déduire, je ne peux rien constater. Et ça, c'est une problématique qui est première, c'est de te dire, bah voilà, je sais pas, j'ai investi souvent dans l'industrie ou dans la pré-industrie, on s'en rend compte, j'ai investi dans un moule, il vaut 80 000 euros, bah 80 000 euros, c'est du TTC. Je peux pas récupérer la TVA. Et en fait, il est inscrit dans aucun actif, quoi, jusqu'à ce que je bascule en société. Donc, par contre, si tu D'accord. sais très rapidement que tu vas pouvoir encaisser du chiffre d'affaires, ton seul enjeu, c'est de dire, OK, moi, je construis mon activité comme si c'était une société, ne serait-ce que sur les tarifs. Je sais qu'à un moment donné, je devrais différencier le TTC et le hors-taxe. Et quand je serai dans cette phase de transition, bah, mes tarifs, il ne faut pas qu'ils évoluent trop brutalement. Il ne faut pas que tu fasses évoluer tes tarifs de 20 points parce que tu vas Mhm. être embêté par tes clients. Donc, je pense qu'il faut que si tu te mets en micro-entreprise, il faut que tu te dises, mon business, à un moment donné, il deviendra une société dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et du coup, il faut que je réfléchisse comme une société par rapport à mes clients, par rapport à tous mes enjeux d'achat. Et ça me pose pas de problème de pas récupérer la TVA sur mes achats. Et de toute façon, ma trésorerie, mon but, c'est qu'elle augmente comme ça. Donc aujourd'hui, je peux sécuriser mon activité en proposant des tarifs en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis par contre, je présente les prix du coup, je les présente en TTC. Ben, tu n'as pas le choix parce qu'il n'y a pas de TVA, si tu veux. Mais par contre, il faut que tu te dises, dans quelques temps, je serai amené à switcher, à changer de forme juridique. Et si demain, je dis à mes clients que ça vaut 200 alors qu'avant, ça valait 150, tu vas avoir un problème. Ils vont pas comprendre. Eux, en fait, les clients, ils vont pas se dire, ouais, t'as switché, je comprends, bah, on y va, en fait. Si ton TTC est toujours le même, il y aura un problème avec tes clients. Et toi, tu vas juste te dire, bah, en fait, c'est 20 points, bah, finalement, qu'est-ce que je fais? Je peux pas changer mes prix, donc je suis obligé, bah, en fait, de diminuer mon prix parce qu'il y aura le hors-taxe qui va compter et c'est ce hors-taxe que je vais vraiment encaisser à la fin. Bah, ce hors-taxe, il va primer. Donc, d'office, il faut que tu te dises, je fonctionne comme une société. Le client final, il paye toujours le montant TTC. Donc, moi, mon prix de vente en tant que micro-entrepreneur, c'est toujours ce prix TTC. Attends, D'accord. Tu vas avoir un fonctionnement comme une société. Ok. euh, Et je j'ai pense une que c'est ce remarque, qu'il y a de mieux. Loïc, Oui. parce que en fait, quand tu es auto-entrepreneur, quand tu factures à un client, tu lui factures en hors taxe, dans le sens où le client, lui, paye en hors taxe. Il ne paye pas en TTC. Exactement, tout à fait. Voilà, donc en gros, là, ce que tu dis, c'est que euh, il, faut, euh, il faut facturer au client en sachant que nous, derrière, en Mhm. tant qu'entrepreneur, on va Ouais. payer du coup 25% après ou 5% si on a l'acre, etc. Alors, ça, c'est un peu différent. En fait, moi, je me positionnais, là, en l'occurrence, en fonction de la clientèle, il faut se dire qui sont. En fait, c'est vraiment du cas par cas sur cette question. J'ai eu le cas il y a 2 jours. C'est quelqu'un qui veut devenir, enfin, qui est consultant informatique, qui va se mettre à son compte et il hésitait entre être micro-entrepreneur et se mettre en SAS. Bah, en fait, la même question que tu as, Robin. Bah, en fait, on a fait une simulation tout simplement avec un tableau comparatif en se disant, bah là, tu vas avoir tel frais, là aussi. Et très rapidement, on a vu qu'il allait dépasser les seuils. Donc pour lui, c'était même pas pertinent. Donc en fonction du business model, on s'est dit, la SAS, c'est plus simple. Bon, j'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants, Robin, hein, mais là, je me suis juste positionné dans mon discours sur le cycle de vente. Je me dis, euh, dans tous les cas, si je sais qu'à un moment donné, et en tout cas c'est mon projet, puisque j'ai des perspectives de développement, mon entreprise va se développer, tôt ou tard, je vais changer de forme juridique, bah, il ne faut pas que je sois dans un traumatisme avec mes clients. Ils sont habitués à certains prix. Si moi je raisonnais toujours en hors taxe, je vais avoir une problématique de prix.
parce que du coup, bah forcément, je me serais pas préparé à cette transition. Donc, quand on est en société, pardon, quand on est en société, on a le TTC, on a la TVA et on a le hors-taxe. Tu avais raison, Mehdi, en micro-entreprise, on est toujours sur du hors-taxe. Et donc, cet écart que j'ai sur les prix, entre les deux formes juridiques, à un moment donné, il va falloir que je le fasse payer à mon client. Ouais, parce qu'il y aura 20% de plus en TVA. Exactement. Et du coup, si Ok. je ne le fais pas payer ça, je ne vais pas m'en sortir. J'ai bien Parce que compris. ça veut Ok. dire que mon client, lui, finalement, si je l'ai habitué à ça, à cette fourchette basse, bah moi, mon prix, il va être 20 points en dessous. C'est-à-dire qu'on va pas profiter du fait que nous, on va pas profiter de notre statut pour proposer des prix bas, à 20% plus bas que les concurrents. On se passe de ça parce que pour pas frustrer nos clients plus tard, quoi. Et exactement. Sauf, bien sûr, après, ce que je dis, c'est quand tout est linéaire. Tu vois, tu as une activité de consultant informatique. Bon, en général, tu as un client par an. Oui, là, tu peux pas le traumatiser. Mais par contre, si toi, dans ton développement, tu apportes des services supplémentaires, des outils supplémentaires, de l'ingénierie supplémentaire, honnêtement, il y aura forcément un changement de prix. Et à la limite, ce sera normal. Parce qu'en SAS, on part du principe que tu auras des coûts de structure plus élevés, ne serait-ce parce qu'il faut tenir une compta, ne serait-ce parce que il faut des choses un peu plus précises, il y aura peut-être des locaux. Donc forcément, tu vas faire en sorte que ces coûts de structure soient absorbés dans ce prix. Mais sur quelque chose, sur des activités qui sont linéaires, bah, tu peux te rendre compte, oui, très rapidement, que tu vas traumatiser tes clients si tu leur proposes 20 points de plus, quoi. Donc, commencer en tant que micro-entrepreneur, c'est pas choquant. Mais après, il faut bien calculer son coût et à la limite, là, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ton projet, ça dépend de ta clientèle, ça dépend comment tu envisages les choses. Et après, si ton activité nécessite un investissement initial important, honnêtement, ne te mets pas en micro-entrepreneur. Loïc, merci pour tes spécificités. Et j'ai aussi une autre remarque. Ouais, Mehdi, ça coupe. Donc, le client, il sait que tu es autant. Parce que sinon, tu l'aurais facturé en TTC. Alors, ça a coupé, Mehdi, excuse-moi, j'ai pas tout entendu. Ouais, du coup, je te demandais, euh, quand tu es auto-entrepreneur, le client va le savoir puisque Oui, dans ta facture, tu vas lui donner que le hors taxe. exactement. Donc aussi, il faut préciser aux différentes personnes que s'ils sont en statut auto-entrepreneur, ça va aussi se remarquer. C'est peut-être aussi il y a un souci d'image des fois, etc. Mais tout à fait, c'est un vrai sujet. C'est vrai que ça fait plus sérieux d'être en société, d'avoir un capital, de se dire que derrière, il y a quand même une gestion d'entreprise. Après, je pense que l'image qu'on renvoie, déjà, elle est liée à l'activité. Quand on fait, par exemple, du B2C, le client final, il n'a pas forcément d'intérêt à savoir qui on est, en fait. Le B2C, on s'en fiche un peu. Par contre, sur du B2B, il faut être un peu plus précis, forcément. Parce que déjà, on est obligé de, de s'enregistrer en tant que prestataire, en tant que fournisseur. Et de toute façon, les factures font foi. Hein. Il y a la mention que la TVA n'est pas applicable, article 293 du Code général des impôts. Donc, il y a pas le choix. L'image, effectivement, va jouer énormément. Et donc, en fonction des clients qu'on va avoir, c'est important. Et puis surtout, la société, on s'engage dans une vision long terme. Micro-entreprise, on se dit, on teste notre activité, on voit si ça marche, et si ça marche, je switch. Si ça marche pas, j'arrête, quoi, par exemple. Donc encore une fois, on revient toujours au même sujet. Qui sont les clients qu'on va démarcher et est-ce que pour eux c'est important d'être sur cette image en fait, société ou micro-entreprise. Ça marche, merci pour les indications. J'espère que Robin, tu as eu la réponse à tes questions. Bonjour Loïc. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. J'ai une question, j'ai même deux questions. Oui, La première question, c'est concernant le statut SAS oui, et la TVA. J'avais lu rapidement que, en gros, on n'est pas assujetti à la TVA en dessous d'un certain seuil. Je crois que c'est oui, 92 000. Est-ce que tu confirmes ça? oui. C'est la franchise de TVA, tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas récolter ou remettre la TVA en dessous de 92 000, en dessous de ce seuil-là? Ou est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, en fait, la TVA n'est pas applicable?
Ouais, la TVA n'est applicable nulle part. Donc, s'il y a un investissement, sur les ventes, tu peux pas la collecter, sur les achats, tu peux pas la récupérer. Donc, D'accord. c'est aussi une simplification de gestion. Ok. Après, c'est encore une fois, en fonction du projet, on peut tout simplement se dire, bah, cette TVA, de toute façon, moi j'ai un projet, je prévois d'être rentable au bout de 3 4 ans, et forcément, je vais avoir peu de ventes, donc peu de TVA collectée. Par contre, je vais avoir des achats, des investissements, et donc il vaut mieux pouvoir se faire rembourser de cette TVA en fait. C'est un sujet de trésorerie. Mhm. Donc, en fonction du projet, bah, la franchise de TVA peut être intéressante, comme peut ne pas l'être. Et des fois, il vaut mieux se dire, OK, je suis sous les seuils concernant la franchise de TVA. Je suis dans le seuil qu'il faut, mais je n'opte pas pour la franchise de TVA parce que ça m'intéresse pas dans mes enjeux de trésorerie. Ok. D'accord, très clair. C'est un vrai Euh, choix, ouais. ok. Et autre sujet, donc moi en fait c'est une marketplace, c'est plus lié à l'expertise comptable. Oui, Est-ce qu'il y a intérêt à trouver un comptable qui soit spécialisé sur les marketplaces ou un comptable généraliste peut très bien le faire? Parce que en gros dans ma situation, en fait on vend des vêtements et on passe oui, par un prestataire qui produit les vêtements et après nous on les revend directement en B2C. Donc OK. du coup, enfin c'est juste un exemple, hein, mais en gros que ce soit en TTC ou le fait qu'on récolte la TVA, au final on arrive au même, enfin ça revient à la même situation étant donné que la TVA qu'on va récolter va être récoltée par l'État ensuite lorsque le client achète. Oui, je comprends tout à fait. Enfin, le client final, Oui, finalement, voilà, c'est oui, toujours lui qui s'acquitte de la TVA. En fait, exactement. la TVA pour les entrepreneurs, c'est juste un enjeu de trésor, en fait, hein. En Ouais, fonction de la périodicité de déclaration et de paiement, bah, j'ai mon enjeu de trésor qui est directement affecté. Mais pour répondre à ta question, je te dirais, encore une fois, quels outils tu utilises pour lui faciliter la tâche et comment tu expliques, en fait, tout ton process. Un expert comptable, en fait, il est censé comprendre ton activité, quel qu'il ok, soit. ok, Donc, des marketplaces, ça se développe de plus en plus. Nous, on voit, on a des libraires qui font ça. Donc, on a des commerçants qui vendent des vêtements, qui ont des boutiques physiques qui font ça aussi. En fait, ça se démocratise. Donc, par contre, il faut juste expliquer comment, euh, comment on peut communiquer les flux d'informations. En fait, c'est que ça. Et quels sont les d'accord, ok, outils. Si ok, c'est un relevé, tu te dis, bon, j'ai fait un truc que j'ai ressaisi sous Excel. Honnêtement, toi, tu vas perdre du temps et l'expert comptable aussi. ok, Donc, en plus, à mon sens, il n'y a pas de spécialistes des marketplaces. Il y a des spécialistes qui sont plutôt dans l'univers du digital, mais spécialistes du marketplace, pas forcément. ok, Parce que le marketplace, par définition, enfin, c'est souvent vu comme une extension des points de vente physiques, en fait. Et en tout ok, cas, de plus en plus. ok. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres sujets à évoquer pour un peu compléter? Faut pas hésiter en tout cas. Mais c'est vrai que ce sujet, on l'avait un peu évoqué avec Mehdi et Anne, hein. Nous, on se dit souvent start-up, tout de suite c'est structuré, c'est ce genre de choses. On sait que c'est faux. Tester son activité, c'est pas mal. Le statut de micro-entrepreneur, c'est une vraie opportunité qui existe depuis combien de temps? Je crois que c'est 2009, hein, ça va faire 11 ans. C'est plutôt pas mal. Après, il y a quand même des contraintes en fait. Donc, je pense que pour peser le pour et le contre, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon activité? Je vais bosser avec qui? Et finalement, si vous hésitez de toute façon entre ces deux formes juridiques, micro-entreprise et société, il faut faire un tableau comparatif. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans les chiffres, il faut avoir une perspective, donc il faut avoir un mini budget prévisionnel pour se dire, OK, sur telle période, c'est plus intéressant. Par contre, dès que j'arrive à ce seuil de chiffre d'affaires, il vaut mieux que je bascule en société parce que je vais avoir des investissements, je vais faire entrer un associé, je vais faire ci. Donc ouais, faut vraiment peser le pour et le contre et pas forcément se jeter tout de suite en se disant auto-entrepreneur et puis je verrai après. Fixez-vous des objectifs et vous verrez, ce sera forcément plus simple de choisir et de comparer en fait. Notamment si
la situation sociale le permet, vous êtes étudiant, vous êtes au chômage, donc vous avez effectivement la possibilité de ne pas prélever de rémunération tout de suite. Donc tous ces aspects-là entrent en ligne de compte pour étayer votre choix. En tout cas, merci pour toutes ces indications. S'il y a encore une question, manifestez-vous. Si ce n'est pas le cas, on arrête. En tout cas, moi, je suis à votre dispo. Mehdi et Anne, on se verra probablement au School Lab ou autre. On est en train d'avancer avec l'équipe, hein, du coup, sur tous les sujets qu'on avait évoqués. Donc, ouais, ça m'arrive d'être au School Lab, en fait. Voilà, surtout sur Saint-Lazare. Donc, s'il y a besoin aussi, prenez contact avec moi s'il y a des questions un peu plus précises. Oui, voilà, s'il y a plus de questions spécifiques à votre activité, vous pouvez aller contacter Loïc et prendre rendez-vous avec lui. Et si je peux pas y répondre, bah, comme je vous le disais, on a un réseau assez structuré. Donc, on a des équipes spécialisées dans la fiscale, dans le social, dans le juridique. Donc, je peux pas tout maîtriser, c'est impossible. Donc, si je peux pas y répondre, je renvoie effectivement votre question aux équipes pour avis et retour. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Loïc pour ton intervention. Et tu as permis d'éclairer beaucoup de questions aux entrepreneurs. Merci on reste en contact. Oui. Et ben merci à toi. Comme je t'ai dit, on reste en contact et on se dit à bientôt. Avec grand plaisir. Déjà tout le monde. Ouais, passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous.